Je m'appelle Catherine Seman, je suis bûcheronne, exploitante forestière, devenue ensuite, plusieurs années après, propriétaire. J'ai eu la chance de pouvoir acheter 35 hectares de bois. Et depuis toujours, j'ai été sensible à la préservation de la forêt, voilà, à ne pas l'exploiter comme une sauvage. Je pense que la vie, elle s'exprime essentiellement par la variété, dans la mesure où les endroits où on laisse faire, on voit bien qu'il y a toutes sortes de fleurs, de plantes, d'arbustes, toutes sortes de variétés d'arbres qui poussent. Et donc, je pense que la biodiversité végétale, auquel s'ajoute une biodiversité animale aussi, est un bon indicateur d'un lieu de vie. Sur le terrain, nous avons à peu près toutes les variétés d'arbres possibles, naturels, j'entends bien. Hein. Donc chêne, charme, châtaignier, frêne, acacia, alisier et cormier aussi. Après, il y a les arbustes aussi, les aubépines, les noisetiers, les saules, les trembles, les peupliers, je dois en oublier. Hein. Donc je pense, voilà, il y a des blaireaux, des chevreuils, des sangliers, des hérons qui viennent sur l'étang, des poissons dans l'étang, des ragondins, des grenouilles, des salamandres aussi, j'en ai vu. Bien que comme partout, ça soit menacé. Je vois bien les buses, je vois bien les pigeons, je vois les geais, les pics, ça oui, par leurs effets. Les loriots aussi, on les aperçoit. Après, on les entend. En forêt, les oiseaux sont discrets et sont en fait très souvent nocturnes. J'ai oublié tout à l'heure aussi de parler des animaux les plus nombreux de la forêt et ceux qui jouent le plus grand rôle dans la forêt sont les insectes. Mais ils sont tellement petits ils ne sont pas pittoresques pour nous. Mais voilà, mais ils sont très très importants. Voilà. Bon, disons effectivement, il ne faut jamais, mais alors jamais perdre de vue que les arbres ne vivent pas du tout sur nos cycles de vie à nous. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne conscience absolument. Un arbre de 60 ans, c'est encore un gaminote. Ça peut vivre 5000 ans, ça peut vivre 150 ans, ça peut vivre 2000 ans. On connaît des arbres de 4990 ans et même des souches de 43 000 ans. Donc, je veux dire, un arbre évolue pas à notre rythme. Donc, nous devons nous faire humbles et accepter de se dire qu'effectivement, même quand il est attaqué par une maladie, on ne sait pas à quelle échelle de temps il en viendra à bout. Il en viendra peut-être pas à bout, surtout s'il y a des facteurs aggravants. Hein, surtout s'il y a des facteurs aggravants. Le stress, les stress de sécheresse, les stress de pollution, les stress de béton sont une vraie catastrophe. Donc les arbres stressés résistent beaucoup plus mal aux maladies, comme nous d'ailleurs. Donc il faut absolument maintenir, éviter tous les stress. Les arbres manipulés par l'homme, l'homme les a trafiqués pour qu'ils donnent des fruits tous les ans. Dans la nature, ce n'est pas du tout le cas. Donc les arbres déjà spontanément ne fleurissent que tous les 3 ans ou tous les 5 ans pour certaines essences, pour de nombreuses essences, et ne sont mûrs à se reproduire sexuellement que pour 30 ans pour les châtaigniers et 60 ou 70 ans pour des chênes. Donc ça veut dire que si on coupe un arbre plus jeune, il ne se reproduira que d'une façon végétative, hein, par les rejets des souches. Le châtaignier est victime depuis, ça a commencé dans les années 20, par des importations d'ailleurs, de traverses de chemin de fer américaine, une maladie qui n'existait pas,
qui est l'endosia ou le chancre du châtaignier. C'est un champignon qui rentre dans les canaux justement de la sève élaborée, qui les bouche. Et donc progressivement, plus le champignon s'étend, moins l'arbre peut se nourrir. Il meurt littéralement de faim. Ça se manifeste d'abord par la cime, hein, il n'arrive plus à faire tout monter là-haut. Et progressivement, les arbres meurent. C'est devenu épidémique. La région ici a été touchée, j'ai constaté violemment à partir des années 80. Et ça peut tuer des parcelles entières d'arbres. Donc ben voilà, on ne sait rien y faire, on ne peut rien y faire. On n'a plus qu'à attendre que les arbres se fabriquent leur défense immunitaire, ce qui prendra beaucoup d'années, à condition de préserver les arbres pas malades et les laisser faire des petits, ceux-là. Par rapport au réchauffement climatique, oui, il faut des arbres, c'est sûr. C'est sûr, il faut des arbres parce qu'ils stockent le carbone et ils conservent l'eau. C'est les deux raisons principales, et donc la fraîcheur. À part ça, les arbres, ils remplissent ce rôle-là quand ils sont groupés, quand ils ont un territoire, quand ils ont un sol qui convient. Un arbre en ville n'arrête pas le ruissellement. Un arbre en ville, bien souvent, souffre de sa solitude. Ils ne vieillissent jamais beaucoup, c'est exceptionnel, des individus exceptionnels, mais ils n'ont pas du tout leur longévité naturelle en ville. Donc toute la biodiversité, c'est ça qu'il faut avoir comme objectif. Le réchauffement climatique, notre seul objectif devant quelque chose que nous ignorons dans ses effets, c'est la capacité de résilience. Or, la résilience, on pourra l'obtenir qu'en maintenant un haut niveau de biodiversité, parce qu'on ne sait pas d'où viendra la résistance. Quels seront les insectes, les oiseaux, les arbres qui s'adapteront le mieux au changement climatique? On n'en sait rien du tout. Donc, notre obligation, c'est de maintenir la biodiversité. Donc, planter des arbres en ville, ça ne fait rien à la biodiversité. Surtout que la plupart du temps, on y met des essences exotiques, bon, dont on ne connaît même pas les effets. Donc, non, les arbres ont besoin de vivre en colonie, de créer du sol, de maintenir l'eau au sol, de maintenir l'ombre. Et ils se font de la concurrence entre eux et on ne sait pas lesquels gagneront en cas de changement climatique. Le fait est qu'on ne sait pas. Là aussi, il faut maintenir cette biodiversité. On ne sait pas si tous les hêtres vont crever. On ne sait pas si les chênes s'adapteront. Quel chêne? Le pubescent? Le rouvre? Le pédonculé? On ne sait pas. De la même manière qu'on ne sait pas si les châtaigniers sont amenés à disparaître complètement ou pas. Si les ormes, c'est pareil, les ormeaux qui sont malades de la graphiose, bon, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce que ça va être une espèce qui va disparaître? Point final. Comme l'espèce humaine d'ailleurs, on ne sait pas si elle va résister au changement climatique. Un conseil, je dirais, un propriétaire, il doit surtout d'abord apprendre à regarder ce qu'il a chez lui, à regarder les essences qui poussent, celles qui poussent moins bien, à privilégier le maintien d'un couvert d'arbres, donc ne jamais faire de coupe rase, de manière à maintenir le sol, l'ombre, et à essayer d'avoir des arbres d'âge différents aussi sur ces parcelles, avoir des très vieux arbres qui sont les plus riches en biodiversité, laisser vieillir les arbres et avoir des jeunes, des moins jeunes, des ados, voilà, comme une population humaine, c'est la même chose. Donc variété des essences, variété des âges, essayer de faire vieillir les arbres le plus possible. Voilà, c'est principalement ça. Et choisir de préférence de laisser venir les essences autochtones.
À mesure, c'est pas la peine d'amener du cèdre du Liban dans nos bois. C'est tout. Voilà. Hein, contrairement à ce que font certains techniciens forestiers hein, qui ont eu des subventions pour planter des cèdres du Liban. Bon, je veux bien, mais franchement, si les arbres viennent, s'installent là et poussent naturellement, c'est qu'ils s'y plaisent. Il faut constater d'abord ça et travailler avec ça. C'est la nature qui choisit.